Mec, t'es sérieux? Pourquoi tu lâches l'affaire? On s'est rendu compte là en faisant un petit, voilà, on envoie un petit broadcast auprès de toute notre communauté, voilà, des 400 coups sur les personnes qui avaient lancé un shop en dropshipping. Peut-être que tu en fais partie et peut-être que toi aussi tu as décidé de lâcher l'affaire, de baisser les bras et de te considérer comme étant du coup vaincu. Je te propose de regarder cette vidéo. Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as du coup, tu t'es lancé dans l'e-commerce ou peut-être dans le dropshipping plus spécifiquement et que tu rencontres un de ces trois problèmes. Le premier problème, c'est que tu vas me dire, ok, putain, j'arrive pas, ça marche pas pour moi parce que j'arrive pas à faire mes premières ventes. En clair, sur ton Shopify, bah voilà, il est toujours à zéro. Ta compte PayPal et ton compte Stripe, bah voilà, le revenu il est toujours à zéro et t'arrives pas à décoller, t'arrives pas à faire tes premières ventes. Ou peut-être que tu es dans la solution dans B, en tout cas dans le scénario B, et que oui, tu arrives à faire tes premières ventes, mais au final, quand tu regardes à la fin du mois, entre les achats de tes produits, l'achat de tes outils, de tes différents abonnements, les budgets que tu investis dans les campagnes Facebook, et bah au final, il te reste que dalle, voire peut-être que tu perds de l'argent. Ou peut-être que tu es du coup dans le troisième scénario et que tu as lâché l'affaire parce que au final, bah voilà, tu n'avais plus de temps, tu n'avais plus d'argent, tu n'avais plus d'énergie, tu n'avais plus de motivation à mettre dans ce projet-là. Mais je te propose de poser juste une question. Pourquoi tu lâches l'affaire là? Pourquoi tu lâches l'affaire alors que d'autres à côté, et d'autres, je suis sûr en plus qu'il y en a qui sont beaucoup plus cons que toi, qui peut-être travaillent beaucoup moins que toi, qui eux y arrivent? Au final, je suis sûr que tu n'es pas plus con qu'eux. Au final, peut-être que la seule chose qui les différencie eux et toi, c'est que toi, tu es peut-être resté dans ta zone de confort et que tu fais un petit peu la même chose que tout le monde, que tu suis un petit peu la masse. Du coup, probablement, bah voilà, forcément, tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu pourrais essayer de faire et qui pourraient te permettre de ressusciter ton business, en tout cas de ressusciter ton shop? Du coup, comme on est sympa et on va clôturer d'ailleurs la thématique dropshipping par cette vidéo là, je vais te donner du coup 3 moyens de pouvoir ressusciter ton projet en dropshipping, de pouvoir relancer tes ventes, de pouvoir retrouver du coup du bénéfice, de pouvoir retrouver surtout de la motivation, du temps et de l'énergie à consacrer sur ce projet là. Et tu vas voir les 3 hacks ou les 3 moyens, les 3 techniques, les 3 leviers que je vais te donner sont des leviers qui vont te demander peu d'efforts, peu de ressources et surtout zéro budget. C'est quelque chose, c'est uniquement dans la tête. Je te propose de découvrir ça maintenant. Point 1, première chose qu'il faut que tu regardes. Première question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que ton audience est qualifiée? Alors, qu'est-ce que j'en parle? Qu'est-ce que j'entends par audience? Audience, c'est large. Audience, c'est pas juste tes audiences Facebook. Audience, c'est ta communauté. Donc, normalement, les fans que tu as sur Facebook. C'est les fans que tu as, du coup, aussi sur Instagram, si tu travailles Instagram et sur les différents réseaux sociaux. Ton audience, c'est aussi les prospects que tu as. Donc, les personnes qui sont allées sur ton site et qui ont, en tout cas, sur lesquelles tu as récupéré leur adresse mail, par exemple, notamment sur les paniers abandonnés. Mais c'est aussi le trafic que tu vas envoyer sur ton site. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler ton audience. Est-ce que ton audience, aujourd'hui, elle est qualifiée? Si tu me réponds oui ou non dessus, il va falloir que tu me donnes des arguments. Pour savoir si elle est qualifiée, en tout cas chez nous, chez les 400 coups, on a une approche, tu vois, on a une approche certes créative, mais très cartésienne et scientifique, en tout cas dans l'analyse des données. Parce que quand tu es créatif, c'est bien, mais du coup, pour essayer de savoir, tu peux partir très loin. Par contre, pour essayer d'aller dans la bonne direction, il faut quand même voilà, rapporter un petit peu de cartésien, de scientifique, tu vois, de concret, pour essayer de valider si tu es dans le bon sens ou pas. Une audience, pour nous qualifier, il faut que tu regardes 3 indicateurs. Il faut que tu regardes de la donnée, de savoir si elle est qualifiée comme ça en regardant hop où le vent va, ça fonctionne pas, ou en tout cas si tu continues comme ça, tu auras du coup les mêmes résultats et tu n'auras pas de vente, ou même si à un moment tu as des ventes, tu sauras pas reproduire le schéma parce que ça sera un petit peu comme jouer au loto ou à la loterie. Donc pour regarder, il y a 3 indicateurs. Le premier indicateur qui va te permettre de regarder, en tout cas d'analyser si ton audience est qualifiée, c'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition. Alors cet indicateur-là, tu le trouves pas, malheureusement tu le trouves pas sur Shopify, tu le trouves pas sur Google Analytics directement, tu le trouves pas sur le Facebook Manager. Il faut que tu le calcules. Qu'est-ce que c'est le coût d'acquisition? Le coût d'acquisition, c'est combien ça te coûte de faire venir un visiteur sur ton site, qu'il achète ton produit, qu'il soit content de son achat. Ça, il faut que tu le calcules. Et en clair, plus ce montant va être petit, plus ton audience va être qualifiée. En clair, moins tu vas avoir besoin du coup d'investir d'argent, de temps et de ressources pour faire venir une personne sur ton site, une personne qui est vraiment intéressée sur ton produit dessus, plus du coup ta stratégie va être meilleure. Quand je te parle de ça, c'est hyper important. En clair, quand tu regardes sur tes campagnes Facebook dessus, bon, la plupart vont te dire, ok, ton but c'est de fonctionner en étape 1, tu génères du trafic sur ton site. 2, après tu regardes les paniers abandonnés, tu fais un petit peu de retargeting pour convertir sur tes clients. Le problème de ça, c'est que la plupart du temps, le trafic n'est pas qualifié. Regarde du coup ton coût d'acquisition. Tu peux regarder aussi un autre indicateur, c'est le retour sur engagement.
Le retour sur engagement, ça tu peux le trouver directement, notamment si tu fais des campagnes Facebook. En clair, c'est combien ça te coûte de créer une interaction sur un des réseaux, ça peut être par exemple sur ta page Facebook, avec un utilisateur. Voilà, en clair, combien ça te coûte justement d'engager ta communauté. Si ça te coûte super cher d'engager ta communauté et que en plus de ça, tu as un coût d'acquisition qui est élevé, en clair, si du coup tu t'animes une population de personnes qui sont pas intéressées sur tes produits, tu vas les envoyer sur ton site, tu vas avoir 2-3% qui vont acheter tes produits, tu vas du coup injecter beaucoup de temps, d'argent et d'énergie dans ta stratégie. Le but, c'est pas d'envoyer un maximum de personnes sur ton site pour qu'ils achètent tes produits. Le but, c'est de comprendre vraiment qui sont tes clients, qui sont ton audience, d'essayer de vraiment comprendre leur psychologie pour aller les cibler, notamment sur Facebook, sur des campagnes. Une faible partie, si tu t'envoies 1000 visiteurs sur ton site et qu'il y en a 50 qui achètent avec un panier moyen de 60 € sur lesquels tu as 50% de marge, fais le calcul toi-même, tu regarderas, ça te fait déjà un bon petit bénéfice, quoi. Le but aujourd'hui, c'est pas d'être dans le quantitatif, c'est d'être dans le qualitatif. Et pour ça, il faut vraiment regarder la base, c'est vraiment ta communauté. Si tu commences, comme en font certaines personnes, à faire des campagnes un petit peu Facebook, un petit peu à l'arrache, en ciblant, j'ai entendu des stratégies où on allait cibler du coup le Maroc, la Tunisie, parce que ce sont des pays du coup qui te permettent de gagner des fans super rapidement parce qu'il y a peu de marques qui communiquent à l'intérieur et du coup, vu que c'est un système d'enchères, en clair, tu achètes les likes pour quasiment que dalle, quoi, 0,05 centimes d'euros. En gros, quoi. Donc du coup, pour faire gonfler leur page, ils ont acheté des mauvais fans, des fans qui n'étaient pas qualifiés, soi-disant pour avoir la social proof en fait, parce qu'ils se sont dit plus j'ai une page avec un gros nombre de fans dessus, plus les gens vont avoir confiance. Par contre, ce qu'ils ne sont pas dit, c'est quand tu as une page de 50 000 personnes et que sur un post, tu as 50 commentaires ou 10 commentaires, il y a peut-être un problème dessus, quoi. Et après, ils vont du coup les envoyer sur ce trafic sur ce site-là. Ils vont dépenser énormément d'argent, du coup, en technique de retargeting, avec plein d'outils pour essayer de transformer des paniers abandonnés et qui sont juste des paniers abandonnés. Peut-être que des personnes, voilà, et c'était juste pour voir le prix de livraison, un truc comme ça, et qu'au final, elles sont pas intéressées parce qu'elles vont trouver le produit sur Amazon moins cher et livré en 24 heures. Donc, en fait, le but de l'audience qualifiée, c'est vraiment de te dire, aujourd'hui, ton objectif, c'est vraiment de travailler avec un petit nombre de personnes. Vaut mieux que tu fasses des petites audiences, petits qualifiés, ça peut être 2000, 3000, 4000 personnes. C'est pas, peu importe. Le but, c'est vraiment de travailler sur du micro ciblé pour que du coup, ça te demande moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent à investir dans ton marketing pour justement que tes visiteurs se transforment en clients. Un autre indicateur aussi que tu peux regarder pour monitorer un petit peu si tes audiences sont qualifiées ou pas, c'est ton retour sur investissement. Donc le retour sur investissement, c'est pas uniquement sur Facebook. Le retour sur investissement, il faut que tu calcules tout. Combien ça te coûte les achats des produits, combien tu as injecté dans tout tes campagnes, dans tous tes budgets publicitaires, le prix de tous tes outils, le temps que tu passes en mettant du coup en pondérant, en mettant un tarif sur ton temps, parce que le temps du coup c'est de l'argent. Quand tu vas externaliser, tu vas du coup peut-être externaliser cette fonction-là, il va falloir que tu dépenses de l'argent. Donc si pour ce poste-là, donc si tu prends pas en compte ton temps comme étant de l'argent, quand tu vas te développer, du coup tu vas avoir un problème, tu vas avoir un trou en fait, si tu veux, une baisse significative de ton retour sur investissement parce que ça va te créer un poste de dépenses supplémentaire. Donc voilà, le retour sur investissement, c'est quelque chose de global. Tu pourras aller voir sur YouTube. On a fait une vidéo en te disant on s'en branle de ton CA. Faut bien que tu te dises ton chiffre d'affaires, le but c'est pas d'avoir le plus gros chiffre d'affaires. Le but c'est d'avoir le plus gros retour sur investissement. Le but c'est d'avoir le meilleur coût d'acquisition. Le but c'est d'avoir le meilleur retour sur engagement. Faut vraiment que tu essaies de bien comprendre ces indicateurs-là. Et pour ça, il faut vraiment avoir une approche de données. Si tu n'as pas, par exemple, un Google Analytics installé sur ton shop, je sais pas comment tu fais pour pouvoir monitorer ton business. Je sais pas comment tu fais pour savoir si tes campagnes Facebook elles rapportent ou pas en fait. Ce serait comme du coup piloter un avion sans dashboard. Donc premier truc, pose-toi, si tu veux réfléchir dans ton choix, pose-toi cette question-là. Est-ce que mon audience elle est qualifiée ou pas? Est-ce que je sais qui sont mes personas? Est-ce que j'arrive à penser comme mes clients? Il faut vraiment faire preuve d'empathie et aller vraiment. Le but c'est vraiment d'avoir des audiences, du coup des profils de clients qui soient vraiment spécifiques, quasiment comprendre et essayer de s'inventer une histoire dessus. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir des ciblages qui vont être plus créatifs sur Facebook. Si tu cibles pour un shop de cuisine ou pour des amateurs de chiens avec juste ces critères-là, du coup tous les autres concurrents et toutes les autres personnes qui ont suivi les mêmes formations de masse que toi vont utiliser les mêmes ciblages. Par contre, si tu vas chercher des ciblages qui vont être plus créatifs pour aller chercher un segment de cette audience-là, une petite partie de cette audience-là, du coup tu auras moins de chances d'être en concurrence avec tes concurrents et du coup tu auras un meilleur retour sur investissement, un meilleur retour sur engagement et un meilleur coût d'acquisition. Deuxième tips. La deuxième chose que tu peux faire, c'est essayer de te poser une question. Est-ce que le produit, quelle est ta proposition de valeur? En quoi ton shop est différent de celui des autres? Pourquoi les gens iront acheter sur ton shop et pas sur celui d'un de tes concurrents ou sur Amazon ou sur eBay ou sur une marketplace de Facebook? Pose-toi cette question-là. En quoi tu es différent des autres? Est-ce que tu es différent par le prix? Je pense pas parce que dans tous les cas, Amazon sera toujours moins cher que toi. Est-ce que tu es différent par la qualité?
Si tu fais du dropshipping de manière traditionnelle, tu te fournis sur Ali, bon, enfin bref, en Chine, t'es pas non plus sur du top qualité, tu vois, t'es pas sur du produit made in France ou d'artisanat, comme des choses comme ça. Donc bon, est-ce que tu vas différencier sur la livraison? Encore une fois, si tu es sur du dispositif de dropshipping normal, la livraison, allez, si tu te démerdes bien avec tes fournisseurs entre 10-20 jours, sinon 3 semaines, bon, par rapport à Amazon qui en Prime, du coup gratos, t'envoie en 24 heures chez toi, tu peux pas différencier. Donc, faut vraiment que tu essaies de comprendre pourquoi justement les clients vont aller acheter chez toi. Ça peut être justement sur d'autres choses, ça peut être justement sur la manière dans laquelle tu fais le support client. Le support client, ça peut être hyper important. L'expérience que tu proposes autour de ton shop. Ton shop, encore une fois, c'est pas uniquement vendre des produits, c'est proposer une expérience à tes clients. C'est du coup apporter une solution à un problème qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Tu peux différencier aussi sur ça. Tu peux différencier aussi sur ta culture de marque, sur ta marque en tant que telle. Tu peux avoir du coup un engagement. Ça peut être un engagement social, ça peut être un engagement par exemple sur l'écologie, peu importe, tout dépend encore une fois de ta niche et de ton shop. Mais il faut que tu trouves une raison pour que tes clients viennent acheter chez toi et pas chez un de ton concurrent ou sur une grosse marketplace. Encore une fois, tes clients ils sont pas cons. Il faut arrêter de les prendre pour des cons dessus, ils vont réfléchir un petit peu, il faut que tu trouves quelle est ta valeur ajoutée, en quoi encore une fois ton shop est différent. Troisième tips, du coup, et le dernier, pour nous le plus important, c'est vraiment de trouver un business, du coup de choisir ton shop sur une niche qui te parle, une niche sur laquelle ça soit une de tes passions. Voilà, que ça soit pas juste sur une opportunité business, parce qu'on t'a dit que sur la cuisine ou sur les chiens, il y avait des gens qui se faisaient des millions d'euros avec des dispositifs en dropshipping, ou sur la niche bébé par exemple, ou parents. Parce que ça, ce sont des niches qui vont être du coup saturées. Surtout, pourquoi je te dis ça, de t'aligner par rapport à un de tes hobbies dessus, même si t'es pas un expert dans ce truc-là. Deux choses. Première chose, c'est déjà, c'est que tu vas pas avoir l'impression de travailler, parce que quand tu vas faire ta recherche de produits, quand tu vas faire ta veille, quand tu vas construire ta marque, quand tu vas devoir, voilà, essayer de créer une expérience pour des personnes qui te ressemblent et qui sont intéressées par quelque chose par quelque chose du coup qui te plaît, t'auras pas l'impression de travailler. C'est ce qu'on disait nous dans une vidéo, tu vas pouvoir, le dropshipping, ce qui est génial dessus, c'est un business qui te permet de travailler 5 minutes par jour. Pas 5 minutes par jour personnel de travail, mais juste 5 minutes de tâches qui sont chiantes parce que tout le reste, justement, ça correspond plus ou moins à ta passion, quoi. Exemple du mec qui va faire un site en dropshipping avec des t-shirts en print on demand, des accessoires de surf et qui passe sa vie à voyager dans le monde et faire ses contenus pour son shop, quoi. 5 minutes de travail par jour, quoi. Donc là, il y a vraiment un alignement. Cet alignement-là, ça va être, du coup, il y aura beaucoup moins de friction. Tu vas être, du coup, beaucoup plus motivé aussi quand ça va pas fonctionner, parce que forcément, ça va pas fonctionner. Forcément, tu vas avoir des problèmes. Si c'était simple, du coup, tout le monde le ferait, quoi. Et si c'était simple, du coup, il y aurait pas d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la guerre, quoi. On disait sur les startups qu'il y avait que 1% des startups, du coup, qui allaient réussir, que 99% des startups allaient mourir. C'est ce qu'on disait quand tu montais une startup, voilà, au départ, quoi. Mais bon, il faut le savoir. Le but, c'est encore une fois d'être motivé. Cette motivation-là, tu pourras l'avoir justement si tu as un business, si tu as une niche qui correspond avec tes valeurs, qui correspond à tes passions. Deuxième argument pour choisir justement une niche qui soit pas forcément une niche orientée business, mais plus une niche orientée sur qui tu es, c'est là c'est un truc scientifique, ça vient aussi des neurosciences. Les chercheurs se sont rendus compte que les personnes qui apprenaient avec amour, les personnes qui apprenaient avec passion, les personnes qui n'apprenaient pas forcément sur la contrainte, du coup avaient une courbe d'apprentissage qui était meilleure. En clair, si tu apprends sur quelque chose que tu aimes et qui a un sens pour toi, tu vas apprendre du coup beaucoup plus vite. Donc même si sur le départ, à la limite, la niche, tu la connais pas forcément, mais voilà, c'est un truc qui te motive, c'est un truc que tu te dis, putain, je pourrais passer mes journées à taffer dessus, vas-y, peut-être que pour le moment, tu seras pas un expert, mais rappelle-toi, n'importe quel expert, au départ, c'était un débutant. Il a dû se former, par contre. Voilà, par contre, le temps que tu vas mettre pour passer de débutant à expert, ce temps-là, il va être directement indexé par la motivation, en tout cas par l'amour, j'ai envie de te dire, la passion que tu as pour ta niche, ou en tout cas pour ton shop. Certes, c'est du dropshipping, tu vas me dire, c'est juste acheter des produits en Chine et les faire envoyer derrière. Mais tu vois, tu peux voir ton projet beaucoup plus global que ça. Tu peux essayer d'innover, tu peux essayer justement de diversifier tout ça. Tu verras, on a fait une vidéo sur 2018, la fin du dropshipping ou pas. Non, le dropshipping en 2018, il doit pouvoir se réinventer. Mais en tout cas, si ça fonctionne pas aujourd'hui, si aujourd'hui tu as décidé de lâcher l'affaire, pose-toi encore une question. Est-ce que justement ces 3 points, tu pourrais pas justement les retravailler? Est-ce qu'au final, tous les efforts que tu as fait, tous les rêves que tu avais essayé de construire, parce que tu t'étais convaincu, tu avais fait péter tes croyances limitantes en te disant que non, c'était pas possible, tu t'étais dit oui, je peux le faire parce que il y en a d'autres plus cons que moi qui le font, parce que j'ai vu des vidéos des mecs qui me disent que oui, je peux le faire dessus. Tu avais raison. Par contre, est-ce que tu as tout fait pour le faire? Est-ce que tu as pas forcément juste suivi la masse et du coup, est-ce que t'as pas forcément aujourd'hui les mêmes résultats que les autres? C'est-à-dire 90% des personnes qui se lancent dans le dropshipping, du coup, vont ne pas y arriver parce que
Pour aussi, la plupart considèrent ça comme étant juste, tu vois, un petit hobby, qu'ils le font ça en dilettante, quoi. Sur lesquels c'est pas vraiment un vrai projet où tu vas avec de la conviction, où tu vas avec des passions, quoi. Voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, si tu es bloqué sur ça, sache qu'avec les 400 coups, on a repensé notre support pédagogique. Tu peux nous poser directement tes questions, alors à Nico ou à moi-même, sur notre Slack. C'est gratuit, tu as le lien directement sur la bio. Il y a toutes nos communautés, voilà, d'apprenants dessus. Tu as aussi notre groupe Business in Paradise sur Facebook où voilà, on parle plus du coup de lifestyle entrepreneurial. Je te dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!